Salut à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ma vision de la population musulmane en Indonésie face à nos super Muslim French Arabic que nous avons la chance d'avoir sur le territoire français. Alors pour ceux qui ont déjà écouté mon audio sur le fait d'être un blanc des quartiers dans les années 90, vous êtes au courant que je suis un Français de souche et que j'ai passé toute mon enfance dans la cité. Petit rappel, ce que je dis n'engage que moi, je parle de mon vécu et de mes expériences. Alors, l'islam en France est un sujet assez compliqué à traiter. Je remonte un petit peu dans mes souvenirs. À cette époque, je devais avoir entre 6 et 8 ans, je dirais. Nous étions tous des petits gamins. On jouait ensemble, on s'amusait et la religion n'était pas présente dans nos esprits. En majorité, mes camarades étaient issus de l'immigration. Et petit rappel, auparavant, dans le quartier, il n'y avait pas beaucoup d'enfants blancs. Il y en avait, certes, mais nous étions déjà minoritaires. Et si je fais une petite piqûre de rappel, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des pignoufs qui crient au racisme pour un oui ou pour un non, là, je parle des gauchistes qui ne sont pas trop issus de la diversité. La plupart de ces gens-là n'ont jamais vécu avec l'immigration. Ça, c'est un fait et c'est une quasi-certitude. Ceci étant dit, la première interaction que j'ai eue avec l'islam en France, c'était dans ma cité. Il y avait des mecs, pendant un moment, assez louches, qu'on ne connaissait pas, qui déambulaient dans la cité. En général, ils étaient 2, voire 3, et leur seul et unique objectif, c'était de coincer des petits jeunes afin de leur cramer le cerveau pour tout simplement les embrigader dans la religion. Certains grands du quartier d'ailleurs nous informaient qu'il ne fallait pas parler à ces types-là. Et ça se passait dans les années 90. À l'époque, vivre dans un quartier, c'était vivre dans une petite ville au sein même de la ville. Et je me souviens bien que l'autorité des grands frères, qui étaient pour la plupart des Maghrébins, était à respecter. Et nous, petits gamins, quand on déconnait, on se faisait remettre au carré direct. Et ouais, avant, il y avait des valeurs dans le quartier. Le respect des aînés, se respecter entre nous. Et surtout, pas déconner, filer droit. Et je vais vous dire un truc. Ces mecs-là, ces grands frères, ils étaient Maghrébins. Ils étaient musulmans. À présent, je pense qu'il est important de faire un petit point sur la temporalité. Je suis né en 1982. Je me remémore ce passé et à cette époque, j'avais entre 6 et 8 ans. Ces souvenirs remontent à l'année 1989. Pour la plupart, on a tous ces petits souvenirs quand on écrivait la date du jour sur nos cahiers de leçons à l'école primaire. Pour en revenir aux grands frères, ils avaient dans les 25 ans, ce qui fait qu'ils étaient nés dans les années 60. En majeure partie, ils venaient directement du Maghreb. Et pour certains, ils étaient nés en France, car leurs parents y étaient déjà installés depuis plusieurs années. Alors oui, à cette époque-là, pour un immigré maghrébin, vivre en France, ça ne devait pas être évident. Ce n'était pas leur pays, et malheureusement, comme un peu partout, ils subissaient le racisme. Après, faut pas se voiler la face, certains Français ne les appréciaient pas. Cela dit, aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petit, je n'ai jamais eu aucune réticence, ni aucun préjugé envers les musulmans, ni même l'islam. Et en ce qui concerne ces espèces de missionnaires musulmans, je ne les avais pas vus longtemps dans le quartier. Ils avaient disparu aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Et encore une fois, ce qui est sûr, c'est que c'était une autre époque. Les Maghrébins étaient bien éduqués, ils respectaient les Français, ils faisaient leur travail d'intégration, en tout cas pour la plupart, et là j'invente rien, je ne suis clairement pas le seul à avoir constaté que ça a bien changé. Il n'y a qu'à voir de nos jours, même leurs anciens se sentent salis. Et voilà où nous en sommes. À peu près une trentaine d'années après cette temporalité passée, pourquoi nos super racailles French Arabic, progressivement, se sont mis à se comporter n'importe comment, avec petit à petit une recrudescence du racisme contre les Blancs, contre les Français, contre les Noirs aussi, on va pas se voiler la face. Après, les étrangers subsahariens, ça les touchait moins. Ils étaient immigrés comme les Maghrébins et ils avaient souvent la même religion. Et puis, il y avait aussi une façon de parler qui a évolué dans le négatif. Cette espèce de parler cité merdique, ça n'a aucun sens. Ça donne envie de vomir. C'est un nivellement vers le bas. Et oui, nous, enfants des années 80, nous l'avons vécu cette transition. Ces grands frères de bonne éducation, de bon sens, de valeur et de respect. Ils avaient grandi, ils avaient mûri, construit leur famille. Et pour nombre d'entre eux, petit à petit, avaient quitté le quartier. Et à l'époque du son d'NTM, laisse pas traîner ton fils, c'était déjà cramé. C'était foutu. Le respect et les valeurs des grands bienfaiteurs qui s'avèrent cadrer les petits, de façon adulte et bienveillante, avaient disparu.
Et de toute façon, je pourrais mettre au défi n'importe quelle personne issue de ma génération qui vivait dans les quartiers, qu'elle soit blanche, maghrébine ou subsaharienne, de dire que ce que je dis est faux. Pour moi, tout ça, ça s'est fait de manière progressive, sans vraiment qu'on s'en rende compte. Petit à petit, année après année, ça a été comme une dégringolade, des années 75 jusqu'aux années 90. Et force est de constater que ça n'a fait que s'aggraver. Il y a quand même un petit truc qui me paraît important et qui n'est pas si anodin. Moi, je pense que les cultures urbaines et surtout le rap importé des États-Unis, cette musique est venue à sa façon entailler la notion du mot respect. Et pourtant, j'y ai baigné pleinement dans cette culture. J'ai rappé des années durant. Et personnellement, si je m'en suis éloigné à cette époque-là petit à petit, c'est que je voyais que le rap conscient, finalement peut-être le seul rap qui m'intéressait vraiment, ce rap-là, il disparaissait. Qu'on le veuille ou non, c'est une vérité. Finalement, le rap s'était appauvri et les talents de France qui maniaient la plume et l'art de la rime ont cédé leur place aux rappeurs incultes, aux textes pauvres charabia d'insultes, tous biberonnés à la violence, à la délinquance et au consumérisme. Bon, encore une fois, ça, ce n'est que mon avis. À présent, le tour de la cité étant terminé, oui, c'était quand même nécessaire de faire un petit état des lieux avant de commencer. En effet, il y a un aspect sociologique qui serait, je pense, vraiment très long à développer. Et je n'ai pas envie d'intellectualiser trop. Le sujet de cet audio, c'est ce que j'ai vu de l'islam en France et ce que je vois de l'islam en Indonésie. Pourquoi l'islam fait peur et surtout pourquoi cette religion monothéiste est portée en France, puisque là, dans un premier temps, je parlerai de l'islam en France. Pourquoi cette religion est-elle représentée par une pléthore de déglingués, mal appris, violents, racistes et pleurnichards? Et surtout, quand on voit tout ce qui se passe, est-ce que les musulmans de France sont dignes d'être musulmans? Est-ce qu'une partie des musulmans de France sont pris en otage par des extrémistes, des personnes violentes, frustrées? Et aussi, je me demande pourquoi les personnes modérées en France ne s'organisent-elles pas toutes entre elles pour montrer et pointer du doigt toutes ces personnes qui les salissent? Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit ils cautionnent, soit ils en ont peur. Et il faut avoir de la force et du courage pour critiquer l'islam. Et surtout quand tu fais partie de la communauté musulmane. Et quand c'est trop, c'est trop. Et ce n'est pas un hasard si au sein de l'islam, il y a de plus en plus d'apostats. Et oui, mais bien évidemment qu'en France, il y a de bons musulmans, de bonnes personnes. Et c'est quand même fou que je sois obligé de le dire. Sensiblement, c'est logique que des gens qui pratiquent une religion soient pieux et agissent bien dans leur vie de tous les jours. Eh non, pas en France en tout cas. Et ouais, en France, il y a un problème avec l'islam. Et aujourd'hui, les Français ont tendance à ne plus se voiler la face. Les langues se délient, l'inconscient collectif s'éveille, le peuple français de souche, comme le peuple français issu de l'immigration, là, je parle des adultes, pas des dégénérés, on est d'accord. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a de ça quelques années maintenant, je fréquentais deux frangins, deux maghrébins. On s'était rencontrés car nous avions des amis en commun, donc c'était cool. On passait des bons moments, on a un petit peu squatté ensemble pendant quelques temps. Et franchement, les gars étaient top. On passait des bonnes après-midi ensemble, parfois on faisait des activités entre potes. C'était vraiment des bons moments. Donc, tous ceux qui ont habité dans la banlieue avaient pour habitude de se faire contrôler fréquemment par les stupes, la BAC ou la nationale. C'était une routine et ça faisait partie du quotidien. C'est comme ça. Et je tiens à ajouter, pour les vipères qui ouvrent leur bouche et qui n'ont jamais vécu en banlieue, il y en a quelques-uns sur les réseaux sociaux qui se prétendent être des mal-alpha, qui font la leçon à tout le monde. Parce que tu vois, moi, je me faisais jamais contrôler parce que j'étais pas habillé comme ci ou comme ça, et parce que je me comportais bien avec les agents de police. Non, la seule réalité, c'est que quand tu habitais dans une banlieue, dans un quartier ou dans une cité, tu te faisais contrôler. C'est comme ça, et que tu sois une Kaira ou pas, c'était la même. Et les keufs, c'est vraiment pas tous des bons, Faut pas croire ça, Une petite chose, donne du pouvoir à un humain. Ok ? Avec ça, maintenant, écris une poésie. Donc, je reviens à ma petite histoire. Un jour, avec ces deux gars-là, ces deux frangins, on était en train de marcher, on allait rendre visite à un pote. Je me souviens, c'était l'été, il faisait chaud, on était en short, t-shirt, tranquille. On bavardait ensemble, ambiance estivale, et au quartier, quand c'est l'été, c'est plutôt cool. On ne faisait rien de mal,
on marchait quoi. On longeait la route, on était sur le trottoir, et là, il y a la BAC qui arrive derrière nous. Ils ralentissent, ils se mettent à notre hauteur, ils commencent à s'adresser à l'un des deux frangins, l'aîné. Bon, là, tu vas rire, ces gars-là, je les fréquente, je fais rien de mal avec eux, et avec moi, ils font rien de mal non plus. Bon, le mec de la BAC qui est au volant, je sais plus trop ce qu'il lui dit, mais il est un petit peu sur le ton de la provoque. Suite à ça, j'ai rien capté. Puis je vois mon pote qui commence à incendier le flic, mais lui parler d'une façon autoritaire, en lui disant de dégager, en lui mettant un coup de pression, et jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai jamais vu quelqu'un s'adresser à un policier, un mec de la BAC, un stup, ce que tu veux, de cette façon-là. Dans sa façon de s'exprimer, il n'y avait aucune insulte. Par contre, le ton, il était autoritaire. J'avais l'impression que les rôles étaient totalement inversés. Et pour vrai, sur le coup, j'étais choqué. Et moi, pendant l'action, j'étais focus sur le mec de la BAC qui conduisait. Encore aujourd'hui, on en voit des crapules, des Kaira qui parlent très mal aux flics, qui balancent des insultes vraiment sales, qui parlent mal. Ouais, bref, ce genre de sale type, pas intelligent, moi, je l'ai défini comme les idiots utiles du système. Mais pendant cette action, ce qui m'a vraiment fait cogiter par la suite, c'est que le flic au volant, à ce moment-là, il était en train de devenir plus blanc que blanc. Le coup de pression qui s'est pris, ça n'avait rien à voir avec un débile qui insulte un flic, en fait. Ça avait plutôt... C'était comme si le flic était en train de se manger une sanction par son responsable hiérarchique. Une action dingue. Bref, les flics sont partis, littéralement, la queue entre les jambes ce jour-là. Ces deux frangins, je les avais fréquentés tout au plus 3-4 mois pendant la période estivale au quartier. Alors, ils étaient musulmans, oui, je le dis là comme ça, mais ça a son importance. Et puis, il y a une autre fois aussi, on était chez un pote cette fois-ci, et lors d'une discussion avec un pote à moi, cette fois-ci, le petit frère qui était en train de s'adresser à mon pote lui disait que s'ils étaient en France, c'était pour faire des gosses à nos femmes françaises et les convertir. Et là, je ne parle pas de conversion Wave MP3. Moi, à l'époque, j'avoue que je ne percutais pas vraiment. J'étais à fond pour la mixité, la vie ensemble, on est tous frères, touche pas à mon pote en fait. Et puis moi, avec ma peau blanche, je me sentais responsable forcément de toute la misère du monde. Ouais, bon, j'étais pas très éveillé, Enfin, quelques temps après, j'ai appris par une personne qui connaissait justement ces deux frangins que l'aîné de la fratrie avait pris 5 piges fermes pour trafic de drogue, c'était un grossiste. Il s'était fait péter parce qu'il stockait des kilos de hashish sur le toit d'une école maternelle. Et que ces deux frangins étaient les enfants, les fils du recteur de la mosquée de notre ville. Et cette ville est une ville très importante en Île-de-France. Moi, par la suite, je me passais en boucle le film de l'action qu'on avait vécu ensemble avec le flic. Ce coup de pression monumental. Et le flic au volant qui avait un regard de chien battu, complètement soumis, saisi par la peur. Sincèrement, il me faisait de la peine. Quand je vois que moi, ça m'arrivait parfois de me faire contrôler, et quand je tombais sur des sales flics, honnêtement, ils me parlaient d'une façon tellement irrespectueuse, comme si j'étais vraiment un chien, et ça arrivait à plein de mecs de banlieue. En revanche, quand je les avais vus faire les gros canards face aux enfants du recteur de la mosquée, ça faisait bien pas le figure l'autorité. Et finalement, la seule question que je me posais et que je me pose encore aujourd'hui, c'est quel sujet de discussion ils pouvaient avoir quand ils mangeaient ensemble le soir dans cette famille. Un recteur d'une mosquée dans une ville très importante en Île-de-France, qui a 2 enfants, dont un qui s'était fait péter parce que c'est un grossiste trafiquant de drogue, et l'autre qui nous sortait que finalement ils étaient en France pour engrosser les Françaises et les convertir. Est-ce que c'est normal de tenir ce genre de propos quand tu es le fils d'un recteur de mosquée et que tu as la nationalité française? Donc, normal ou pas normal, il y a quand même de quoi se poser de sérieuses questions sur une certaine pratique de l'islam en France. Ça, faut noter que c'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 15 piges. Et je suis convaincu que de toute façon, ça reste une histoire parmi des histoires. Et tout cette espèce de prosélytisme, sous couvert de façon de parler dans les banlieues, le jargon wesh wesh, Inch'Allah est sur le Coran toutes les 2 secondes, d'ailleurs employé toujours par les mêmes profils, ce n'est même pas utile que je les décrive parce que toi qui m'écoutes, tu connais très bien la vérité. Et j'ai fréquenté pas mal de musulmans de bonne éducation, en majorité nés au Maghreb, venus en France par la suite, et concrètement, ils ne s'exprimaient pas comme ça. Et c'est pour vous dire, ils s'exprimaient même mieux que moi. Donc voilà, il y a vraiment un souci avec l'islam en France. Cet audio a pour objectif de vous partager mon expérience. Actuellement, j'habite en Indonésie, un pays où je me sens bien. Un pays qui n'est pas le mien. Et ici, je suis un immigré. L'Indonésie est le pays qui possède la plus grande population musulmane au monde. Alors imagine, quand je suis arrivé ici
j'avais quelques craintes et j'avais des appréhensions fondées. Et d'ailleurs, c'est pas de ma faute si pour moi, les musulmans étaient bien plus proches de la chétanerie que de la bienveillance. Et on est d'accord, je parle des musulmans et de l'islam en France, zone géographique, banlieue de Paris. Interaction positive dans la paix, l'amour et l'harmonie, pour ça, faudra repasser les mecs. Alors en Indonésie, en effet, il y a des endroits où il y a du fanatisme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un pays qui respire la charia. Cela dit, dans certains endroits, certaines villes, la charia est appliquée. Les femmes sont couvertes de la tête aux pieds, l'éducation, c'est l'école coranique, et puis si tu n'es pas d'accord avec eux, que tu sois un homme ou une femme, tu es quelqu'un d'impur. Ils ont complètement oublié, à la base, qui ils étaient. D'ailleurs, je trouve ça totalement fou. Et à la fois, c'est extrêmement fort que des sectes, des dogmes, des religions arrivent à pervertir parfois et posséder les esprits des gens, jusqu'à les rendre aveugles, totalement. Et en Indonésie, le peuple autochtone, je pourrais même dire les peuples autochtones, étaient des peuples indigènes. Ils n'étaient ni catholiques, ni musulmans, ni hindouistes, ni bouddhistes. Ils vivaient avec la forêt. Et aujourd'hui encore, ces peuples autochtones en Indonésie représentent un pourcentage non négligeable de l'ensemble de la population indonésienne. Pour en revenir à la pratique de l'islam fanatique et agressive en Indonésie, il faut savoir que ces pratiques sont vraiment peu répandues. Mais on ne peut pas le nier, elles sont bien présentes. Et désolé mes amis musulmans, mais partout où il y a l'islam, eh bien il y a un risque de fanatisme. Pour la petite histoire, j'en ai parlé au père de ma femme qui est musulman, qui est pratiquant, et pour lui, comme pour de nombreux autres musulmans en Indonésie, ce fanatisme leur fait peur. Ils ne sont pas en accord avec la polygamie, encore moins avec le niqab, et les coups de bâton, on n'en parle même pas. Alors voilà pourquoi c'est délicat et il est toujours nécessaire de prendre du recul en ce qui concerne les religions, car l'ensemble des pratiquants ne sont pas des fanatiques, toutes religions confondues. Et tous ces démons dégénérés, désespérés, leur font bien du tort. Souvent, en France, quand on entend parler de l'Indonésie, on entend surtout parler de Bali, d'une société multireligieuse, d'un peuple très souriant et accueillant, de la déforestation et de cette tragique pollution au plastique. Je prends du recul. Il n'y a aucun pays parfait. Et en France également, tous les musulmans ne sont pas des fanatiques, c'est évident. Mais, parce qu'il y a un mais, en France, il y a une partie des musulmans qui glissent peu à peu, sciemment, vers le fanatisme. C'est triste et ça fait peur. Ici en Indonésie, très majoritairement, les gens sont super respectueux, courtois, gentils, souriants. Et pourtant, la vie n'est pas facile pour les Indonésiens. Ici, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de retraite non plus. En revanche, leur système de santé est plutôt bien. Moyennant une cotisation relativement faible, ils sont pris en charge à 100%. Alors oui, ce n'est pas parfait sur tous les points. En revanche, le climat social est grandement mieux, mais pas parfait. D'ailleurs, actuellement, il y a des manifestations plutôt hardcore, des flammes et des flics. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour en revenir au petit topo, le salaire mensuel ici, c'est entre 150 et 300 euros par mois. Ils travaillent pour la plupart 6 jours sur 7, entre 8 et 10 heures par jour. Donc, soyons clairs, c'est pas le même train de vie qu'en France. Moi, qui suis issu de la banlieue, français, quand je vois tous les soucis qu'il y a avec l'islam en France, le manque d'éducation d'une jeunesse perdue, une immigration aujourd'hui, je le constate dans les médias alternatifs, de toute évidence, encore plus agressive, violente, mal appris, avec aucune perspective ni volonté d'intégration en France, avec une haine de la France et des Français qui s'amplifie, et tout ça avec la connivence de la gauche, et pas que, et ouais, avec l'aide du gouvernement actuel aussi. Moi, j'ai été très longtemps de gauche, mais après, je peux clairement pas suivre un mouvement politique qui veut plonger le pays dans des limbes. Et quand en revanche, ici, en Indonésie, dans le premier pays musulman au monde, où je fréquente à 90% que des musulmans, et où je ne perçois aucune négativité. D'ailleurs, chercher une anecdote d'interaction négative avec un musulman ici reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh, bien placé, non? Et ici, aucun musulman ici, à présent je parle indonésien, mais ici,
Tu n'entendras jamais sur le Coran, Inch'Allah, 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 ou encore le fameux Wallah, Wallah, Wallah. Tout ça, ça n'existe pas en fait. Ici, pour beaucoup, les femmes sont voilées. Certaines ne le sont pas. D'ailleurs, certaines n'apprécient pas du tout le voile et personne ne les force. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est ce respect mutuel. Une chose qu'on a presque perdue en France. Alors, je pense que c'est aussi la culture indonésienne qui veut ça. Et très clairement, ils ont le respect. Le respect des jeunes face aux aînés, le respect des hommes face aux femmes, des femmes face aux hommes. Et même moi qui suis un étranger, au sein de la famille de ma femme, j'ai été plus d'une fois touché au début par ce respect. Parce qu'en France, bien qu'on sache dire merci et s'il te plaît, le respect à ce niveau-là, c'est vraiment pas monnaie courante. Surtout entre nous. Alors à présent, il est vrai que j'ai un autre regard sur les musulmans. Et c'est aussi pour cela que je déteste encore plus les musulmans en France. Alors après, je peux pas faire de généralité. Et là, je m'adresse directement à ceux qui sont fanatiques, à ceux qui sont dégénérés en France. Même vos frères et vos sœurs qui pratiquent la religion de façon respectable vous détestent. Pour moi, personnellement, les dogmes et les religions monothéistes sont fausses. Après, je respecte. Chacun a sa façon de voir les choses. En revanche, je sais reconnaître quelqu'un de spirituel, qu'il soit d'une confession ou d'une autre, non pas au nombre de prières qu'il fait par jour, à la quantité d'offrandes qu'il dispose chaque matin devant sa maison, ou encore du nombre de fois où le dimanche il s'apprête pour aller à l'église, mais plutôt au travers de son regard, de sa façon de s'exprimer et de se comporter avec les autres. Ma conclusion, c'est que, en France, selon moi, l'islam qui y est présent est un islam fanatique. Et pour parler que de la France, on ne parlera pas de l'Angleterre, ni même de la Belgique. Donc en France, quand je vois le comportement général de toute cette jeunesse qui se dit musulmane, qui n'ont aucune éducation, qui parlent mal, qui donnent une image tellement négative des musulmans à travers le monde, et quand on voit de toute façon tous les incidents, toutes les agressions, plus ou moins graves et plutôt plus que moins graves en France, qui quasi tout le temps sont perpétrées par des gens se revendiquant de l'islam. Et de l'autre côté, en Indonésie, au jour le jour, moi qui fréquente des musulmans, mais ils sont à des années-lumière de ce que sont les musulmans en France. Et honnêtement, j'ai honte, j'ai tellement honte, affreusement honte de ce qu'est en train de devenir la France. D'ailleurs, en Indonésie, je le redis, je suis un étranger. Et en tant qu'étranger, je m'intègre dans ce pays. Je ne cherche pas à imposer ma façon de penser au peuple indonésien. Et d'ailleurs, pourquoi je le ferais ? J'ai une éducation, moi. Tout comme les Indonésiens, ils sont bien éduqués, eux. Et étonnamment, ça se passe très bien entre nous. Et outre l'éducation, je me demande même si c'est pas juste une question de bon sens. De ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Oui, un dicton à la con, certes, mais une affirmation de bon sens et juste. Alors pourquoi en France y a-t-il des problèmes ? Et avec toujours les mêmes ? Oui, je parle de cette nouvelle immigration, je parle des Maghrébins, d'une façon générale. Je parle également de certains subsahariens qui sont détestés par les pays du Maghreb et puis quand ils sont en France, ils se retrouvent à se solidariser avec les Maghrébins. Alors là, on peut pas faire plus bipolaire. Et ils passent leur temps à chialer en disant que la France est un pays de racistes, mais eux, dans leur pays d'origine, et comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, ils sont protectionnistes. Et y a quoi d'anormal ? C'est tout à fait normal et ça marche comme ça dans le monde. Sauf que dans leur pays d'origine, ils souhaitent pas y retourner. Bref, tu connais l'histoire du passeport et de la religion à la carte. Vous savez bien, celle qui prône la paix, l'amour sur terre pour tous les humains. Non. Bien trop sont fanatiques, dégénérés, haineux et méchants. Ils ne cherchent qu'à endoctriner et détruire, tout comme ils ont été endoctrinés et détruits. Pour finir, moi, français et blanc, qui déteste l'islam et apparemment raciste pour la plupart de mes camarades de la toute bien-pensance de cette nouvelle voie de l'extrême gauche, totalement détachée, mais perfusée aux subventions. Et malgré que je sois, à leurs yeux, une si mauvaise personne, eh bien je vis dans un pays musulman qui est l'un des plus grands. Je côtoie des musulmans tous les jours. Ma belle famille est musulmane et on s'entend à merveille. Et au fond de moi, ce que je me dis, c'est dommage que dans les religions, et là je parle de l'islam dans cet audio, c'est triste qu'il y ait ce clivage entre instrumentalisation politique et asservissement et la pratique d'une croyance bienveillante dans un cheminement spirituel.
Alors en France, franchement, qui sont ces animaux de cet âge si sombre que l'on vit actuellement? Qui sont-ils pour agir aussi mal? Parfois, j'en viens à me dire, peut-être que le seul véritable ennemi des musulmans, c'est l'islam.